les fréquences zéro. Après, voilà. Plus la fréquence est élevée, plus il y a de variations d'intensité lumineuse ou de couleur dans l'image, ça veut dire que c'est détail. Alors, le filtre, comme tu dis, c'est fonction qui passe par l'IDA. Filtre gaussien et Butterworth, ce qu'on a commencé à voir, donc je reviens là-dessus. Ça, c'est donc filtre gaussien, qui est HEV, donc c'est la réponse impulsionnelle donc, au filtre gaussien, qui est définie par cette relation, l'exponentielle moins d au carré de UEV sur 2d et 0 au carré. D de UEV est la distance au centre, parce que c'est la racine carrée de U de plus V2 par rapport au centre donc, le plan UV qui est situé là. D0 est une constante qui déterminera la fréquence de coupure. Vous pouvez voir effectivement ici l'allure de la filtre pour différentes valeurs donc de D0 entre 10 à 100. Bon, vous voyez par exemple pour une valeur autour de 20, ça ressemble, la partie centrale ressemble beaucoup à la fonction C. Bon, ça c'est le résultat du filtrage passe-bas avec une fonction signes ou gaussienne. Vous voyez que l'image est devenue floue, il y a moins donc, de détails dans l'image, on a enlevé les autres fréquences. Bon, on a vu aussi sur ces trois images consécutives, ça c'est une image de base. Si on regarde le spectre, on a effectivement des basses fréquences et des hautes fréquences. Bon, ici on dit ce qui est à l'intérieur du cercle, ça correspond à des zones basses fréquences et ce qui est à l'extérieur des zones hautes fréquences. Si on fait un premier filtrage, bon, à l'intérieur, je sais que ça ne bouge pas, mais on enlève un peu à l'extérieur, donc on enlève les autres fréquences. Et si on continue cette opération, on enlève de plus en plus d'autres fréquences, comme on peut voir ici, l'image sera de plus en plus floue. Donc ça montre l'effet de filtrage passe-bas. Après, on avait vu, bon, c'était rapide à la fin de séance, le filtre Butterworth. Alors, H de UV est égal à 1 sur 1 plus D de UV sur D0 puissance de N. Alors, D et D0, c'est comme dans le cas précédent ici, D étant la distance par rapport au centre, racine carrée de Q au carré V plus Q au carré et D0, donc on constante. Et N, qu'on a ajouté ici, est un entier qui détermine la fréquence de coupure. On a l'allure de filtre Butterworth avec différentes valeurs de 1 à 4. Et vous pouvez voir, voilà, donc en augmentant N, donc le haut de filtre sera de plus en plus clair. Donc on va traiter le filtre de plus en plus. Voilà, comme ça ressemble un peu à gaussienne, la même signe, mais après, avec des valeurs plus élevées, voilà, ça serait de plus en plus clair. Bon. Donc, ça, c'est une autre fonction. Alors, dans le cas général, il n'y a pas de grosse différence en utilisant de filtres, 5 gaussienne ou Butterworth, parce que vous pouvez voir que, voilà, leur allure ressemble à ce qu'on a dans la partie centrale de Sync. Et on n'utilise que la partie centrale de Sync, on va prendre quelques coefficients qu'on prend ici. Donc, ils ont des comportements plus ou moins similaires. Y a-t-il des questions? Bon, on va continuer. Après ces rappels, on va maintenant voir filtrage passe haut. Alors, passe haut, c'est l'inverse, un filtrage passe bas. Cette fois-ci pour supprimer les basses fréquences. Donc,
La fonction de transfert الواحد نبيل de سوسة filtre 107.3 المهدية والمنستير 4 F La misère, sera Thierry égal connaît à bien. 1 moins h de f qui était la fonction transfert de filtre passe-bas. Bon, à partir du moment que nous avons fonction de transfert filtre passe-bas, et vous savez dans le comment le dimensionnel, c'était sous forme rectangulaire, en faisant 1 moins f, 1 moins h de f, on peut obtenir la fonction de transfert de filtre passe-bas. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, dans le commande dimensionnel, la fonction de filtre passe-bas libéral est égale à 1 moins h de f qu'on avait dans le cas de filtre passe-bas, donc h de f dans le cas de filtre passe-bas, sera 0 si la valeur absolue de fréquence est inférieure à fc. Vous voyez? Donc, avant plus fc et après moins fc, ici c'est 0. Bon, les fréquences physiques sont entre 0 et fc, donc on enlève les basses fréquences, on garde les autres fréquences, c'est-à-dire tout simplement là où il y a plus de transition entre les couleurs, par exemple comme les contours. Donc si on utilise ce filtre, on peut détecter le contour. Autour, de haut vers le bas, de gauche à droite. Y a-t-il des questions? Alors, ici on a donc l'image. Ça, c'est le spectre d'image qu'on avait déjà vu avec une transformée Fourier bidimensionnelle. Bon, on applique un filtre au passe haut. Ça dépend de la fréquence de coupure. Permet de supprimer les basses fréquences de l'image. Si on regarde ici le résultat, comme je vous avais dit, effectivement, on n'a plus de détails. On n'a plus donc, on n'a que des zones de transition. On n'a pas donc les gradés au niveau qu'on avait. Et effectivement, vous pouvez voir qu'on détecte les contours. Par exemple, contours de chapeau ici sont détectés. Voilà, on détecte les contours. Et par contre, effectivement, on ne voit pas les variations dans les avant, en partie visage. Ouais. On regarde la transformée Fourier, donc cette image filtrée. On peut voir absence de basse fréquence. Comparer ici cette zone avec cette zone. Effectivement, ici, les points blancs représentent des composantes fréquentielles basse fréquence avec une amplitude relativement élevée. Et ici, toutes ces composantes ont été supprimées. Donc, ça, c'est le résultat. Y a-t-il des questions? Donc, ce n'est pas un filtre indépendant. Quand le sort de filtre ne passe pas, on peut obtenir le filtre passe haut. Maintenant, on va voir filtre passe bande. Cette fois-ci, c'est situation intermédiaire. On supprime à la fois de basses fréquences et des autres fréquences pour privilégier de certaines régions fréquentielles. Par exemple, ici, entre F1 et F2, qui sont les fréquences de coupure de filtre. Donc, cette fois-ci, H de F est égal à 1 si F est dans l'intervalle de F1 et F2 en valeur absolue. Si valeur absolue de F entre F1 et F2, dans les deux sens, les fréquences physiques sont côté positif. Ça, c'est un filtre passe-bande. Donc, tout ce qui est entre 0 et F1 est supprimé. Tout ce qui est après F2 est supprimé. Et tout ce qui est entre F1 et F2, donc reste, parce que ici, c'est théoriquement égal à 1. Y a-t-il des questions? Alors, sans regarder donc la diapositive suivante, réfléchissez un peu et dire comment on peut faire un filtre passe-bande à partir des filtres qu'on vient de voir. C'est-à-dire filtre passe haut ou filtre passe bas.
Bon, sans regarder la réponse. Et quand vous avez l'idée, donc, vous vous dites. Donc, quand on a fait dans le cas de filtrage passe haut, vous voyez que si on fait 1 moins H de filtre passe bas, on obtient un H de filtre passe haut. Et là, c'est fonction de transfert. Maintenant, on a fonction de transfert. Comment on peut l'obtenir? À l'aide des filtres qu'on a vu précédemment. Donc, filtrage passe bas et éventuellement filtrage passe haut. On fait des opérations sur les fonctions de transfert précédentes pour obtenir une telle fonction de transfert. D'ailleurs, vous pouvez trouver facilement, faire attention à ce que je dis ici. Donc ici, tout ce qui est après F2 supprimé et tout ce qui est avant F1 est également supprimé. Il est... Il n'y en a pas. Ils ne sont pas organisés politiquement, les musulmans en France. Bon, ça c'est la réponse. Alors pour faire un filtre au passe-pente entre F1 et F2, d'abord on va faire un filtrage passe-bas avec fréquence pour F2. On fait moins un filtre passe-bas avec fréquence pour F1. Et vous voyez, si on fait H de F de ce filtre avec fréquence de pour F2 moins H de F de fréquence de ce filtre passe-bas avec fréquence de pour plus F1, le résultat sera effectivement quelque chose entre F1 et F2. Donc, c'est la fonction de transfert de filtre passe-bande obtenue par la différence entre deux fonctions de transfert de filtre passe-bande des fréquences pour F2 et F1. F2 étant supérieur à F1. Y a-t-il des questions? Donc, ça veut dire que si effectivement vous devez faire filtre passe-bande, à partir du moment que vous avez fonction de transfert, donc de filtre passe-bas, vous pouvez faire une différence et trouver une nouvelle fonction de transfert de ce filtre. Bon, cette fois-ci, on va privilégier les fréquences en sous-région. On supprimera à la fois les basses fréquences et les hautes fréquences. Les basses fréquences sont d'habitude en fonction avec la forme de l'image
avec les motifs, et les autres fréquences sont en rapport avec les détails. On va enlever avec ça les deux. On partit. Bon, ça c'est un exemple au filtre passant. Vous voyez, l'image est à la fois floue et à la fois sans détail. Y a-t-il des questions? Bon, maintenant on va voir, lors du dernier chapitre, après le filtrage, les autres opérations courantes quand on fait un traitement d'image. Bon, le filtrage, effectivement, est une partie importante qu'on a étudiée. Maintenant, on va voir donc les opérations courantes. Certaines sont très simples. Nos outils. Par exemple, ici, opération de soignage d'image. Vous verrez, l'an prochain, on va l'utiliser effectivement pour la synthèse de texture. Alors, comment on peut faire un soignage? Donc, il faut définir un seuil. Tout pixel avec une valeur inférieure au seuil deviendra 0. Et tout pixel avec une valeur inférieure à ce seuil deviendra avec l'intensité maximale, c'est-à-dire 255. Bon, donc on fait boucle pour chaque pixel X et de l'image sphère. En fait, il s'agit de deux boucles imbriquées sur Y et X pour les lignes et les colonnes. Après, pour chaque pixel XY, si l'intensité de XY est inférieure au seuil, la nouvelle valeur intensité de pixel XY sera égale à 0. Et sinon, si c'est supérieur ou égal au seuil, ça serait égal à l'intensité maximale 255. Donc, en entrée, nous avons une image en niveau de gris. En sortie, on va obtenir une image binaire. Ce n'est pas une image négative, il ne faut pas confondre, c'est une image binaire, en boule chromatique. Donc, on a du noir et du blanc, et pas de niveau de gris. Bon. Alors, sans regarder la diapositive suivante, est-ce que vous pouvez me dire comment on peut trouver une image négative? C'est très simple, donc c'est assez similaire à ce qu'on a fait ici. Mais ne pas regarder, s'il vous plaît, la solution. Réfléchissez après, vous proposez sans regarder la réponse. L'image négative, ça existait dans le temps, c'était courant en photographie avec des films argentés. D'abord, on avait négative, après, on avait posé développé, on avait effectivement donc l'image finale. Donc, l'image négative était l'inverse de l'image finale. Bon, est-ce que quelqu'un va proposer quelque chose? Alors, on va commencer par le haut de la liste. Alouche. Je juste Alouche. Est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Je ne sais pas si vous m'entendez. Activez votre microphone. Soit il y a un problème, soit c'est votre présence virtuelle. Alors, la personne suivante. Amael Marquez, est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Oui. Oui, apparemment votre microphone est activé. Oui. Est-ce que vous avez une proposition à faire? Là, comme ça, je ne sais pas. Si vous savez. Alors, bon, alors on va essayer de trouver solution ensemble. L'image négative de cette image, c'est l'image inverse. C'est-à-dire là où vous avez noir, ça deviendra blanc. Cette partie-là sera entièrement blanche.
Là, vous avez blanc, ça deviendra noir. Là, vous avez des niveaux gris élevés, ça serait des pixels sombres. Et au contraire, quand vous avez des pixels sombres, deviendront pixels clairs. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? 255 moins la valeur de chaque composante. Tout à fait. Voilà, c'est très simple. Donc, comme vous avez dit, pour chaque pixel X de l'image finale, la nouvelle valeur de l'intensité en pixel XY sera 255 moins I de XY. Ça donne une image négative et vous pouvez voir effectivement les zones noires deviendront blanches ou les zones sombres deviendront très claires. Les zones claires deviendront sombres, comme on attend. Bon. On va continuer. Calcul d'histogramme. On avait vu l'histogramme, on avait vu qu'il s'agit d'une analyse statistique de l'image pour trouver le nombre de pixels avec une intensité lumineuse donnée. Alors pour nous, les intensités lumineuses varient de 0 à 255. On a 256 niveaux de gris. Donc, comment on peut donc faire l'algorithme de calcul d'histogramme? Alors, qui va commenter cet algorithme? Alors, je vous laisse regarder quelques instants, analyser, algorithme simple. Et après, voilà, si quelqu'un a envie de commenter l'algorithme, il le fera, sinon je vais décider en personne. Bon, y a-t-il un volontaire? Alors, s'il n'y a pas de volontaire, on va continuer. Au Goubec, est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Oui. Ok. Bon, on vous entend bien, c'est très bien. Donc, est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez commenter l'algorithme. Alors, on regarde le nombre de lignes et le nombre de colonnes de l'image, on le garde. On définit deux constantes. Alors, vous savez qu'il vaut mieux utiliser des constantes au lieu de mettre des valeurs fixes dans des algorithmes. Donc, max est le nombre de colonnes moins 1, parce que ça commence à partir de 0. Et max le nombre de lignes moins 1. Donc, à la fois dans cet algorithme, dans le précédent qu'on avait vu, quand vous changez effectivement donc, de taille d'image, il suffit juste de modifier, voilà, c'est des constantes. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ensuite, on définit un tableau à deux dimensions de l'image. Tout à fait, donc c'est le tableau bidimensionnel où la matrice qui correspond effectivement à l'image avec autant de lignes et autant de colonnes que nous avons dans l'image. Donc, table I de max col plus 1 et max li plus 1. Il s'agit des dimensions, donc, effectivement. Bon, et après, qu'est-ce qu'on définit? Et ensuite, un tableau de 256 cases, I et J. Bon, pourquoi 256 cases? Pour les 256 nuances de gris. C'est ça, voilà. S'il s'agit effectivement d'image en niveau de gris, et si c'est en couleur, donc il faut le faire pour chaque composante de couleur.
Donc, c'est le tableau de histogramme avec 256 éléments entre 0 et 255. C'est toujours la dimension de temps. Bon, vous continuez? Ensuite, on initialise l'histogramme de nuances de gris à 0, donc on va trouver un premier pixel avec une certaine intensité lumineuse. On va dire que pour l'instant, c'est 0 le nombre de pixels avec cette intensité lumineuse. Donc, et après? Et ensuite, pour chacun des pixels de l'image... on fait deux bouts fabriqués. Oui, donc, pardon. Ou sur des lignes, ou sur les colonnes. Bon, c'est ce que d'habitude, on simplifie en disant pour chaque pixel XY ou chaque pixel J. Ici, on montre les détails, car effectivement, l'algorithme n'est pas long pour montrer les détails. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, commentez ça. Et ce que l'on fait, c'est que alors, on prend l'histogramme ayant comme index la valeur qu'a le pixel aux coordonnées IJ, et on l'incrémente de 1. Oui, plus exactement. On considère l'intensité lumineuse au niveau de gris de pixel IJ. Donc, c'est I de I et J. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans le tableau histogramme, vous voyez ici, défini entre 0,256 avec 256 éléments, entre 0 et 255, H de I et J. Par exemple, si l'intensité de pixel IJ est actuellement égale à 199, donc on va dire H de l'intensité 199 sera égal à la valeur précédente, H, la valeur précédente H de 199, cette fois-ci plus 1. Donc on va ajouter encore un pixel au nombre de pixels qui avait déjà cette intensité dose ou ce niveau de gris. Dans le cas de l'image en couleur, il faut le faire pour chaque composante de couleur. Est-ce que c'est clair? Oui. Y a-t-il de questions de la part des autres? Bon, ça aussi c'est très simple, donc algorithme histogramme. Bon, si l'examen est court document interview, je ne sais pas. Donc, bon, voilà. Des questions de ce genre, des questions de cours, qu'il faut commenter pour ce que j'ai dit oralement. Donc, vous reprenez l'algorithme et après vous commentez, notamment par exemple cette ligne. Bon, on va maintenant vers l'égalisation d'histogramme. Alors, comme son nom m'indique, pour éviter effectivement trop de différences en histogramme et harmoniser la répartition des intensités dans une image. Donc, des intensités sont des niveaux de gris pour image en niveau de gris, ou des intensités sont des intensités RVB dans une image couleur. Alors, si on fait comme ça, le résultat est l'augmentation des nuances de couleurs que nous avons. Alors, ici, on peut voir, ça fait toute l'image, bon, effectivement, on n'a pas beaucoup de nuances, donc, au niveau du gris ici. Pour l'image en couleur, ça serait pareil. Ça, c'est l'histogramme. On peut voir que l'histogramme, effectivement, est centré autour de certaines intensités. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de nuances. C'est limité de nuances dans une image. Et après, si on fait égalisation d'histogramme, si on égalise l'histogramme dans l'image, c'est le résultat. On augmente effectivement les nuances que nous avons dans les images, voilà, différents niveaux de gris qu'on n'avait pas dans l'image précédente. Bon. Alors, comment on va le faire? Quel est l'algorithme qui permet d'égaliser l'histogramme? Donc, bon, on a vu le résultat. L'histogramme qui était comme ça. Si on
modifie l'image pour obtenir, pour une nouvelle image, un tel histogramme, le résultat sera une augmentation des nuances. Alors, ce qui met voilà, clairement une image plus réaliste que voilà, ce qu'on a fait. Donc, effectivement, si vous avez des images qui sont comme ça avec pas de nuances, en égalant l'histogramme, vous pouvez voir différentes nuances dans l'image. Pour le faire, on va faire un algorithme en deux passes. D'abord, on va calculer ce qu'on appelle l'histogramme cumulé. Alors, c'est quoi? Bon, on sait que les intensités lumineuses sont entre 0 et 255. Pour chaque intensité I, entre ces deux extrémités, on va trouver le nombre H comme histogramme, c'est cumulé, donc histogramme cumulé de I, des pixels de l'image avec une intensité qui sont inférieures ou égales à l'intensité donc I. Alors, donc, il suffit de trouver le nombre de ces pixels. On appellera ça histogramme cumulé. Bon, donc ça, c'est assez simple. Si on cherche IC de I, une valeur entre 0 et 255, on va effectivement regarder chacun des pixels et on va incrémenter le nombre pour trouver le nombre total de pixels avec une intensité inférieure ou égale à I. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si la somme des valeurs de l'histogramme H de l'image pour des intensités inférieures ou égales à 0 sont entre H0 à HI, donc ici, H0, H1 jusqu'à HI, on peut dire que H de C de I est égal à H0 plus H1 jusqu'à HI. Ne pas confondre 1 et I. Ici, voilà, c'est impossible, mais ce n'est pas écrit pareil. Bon, donc c'est ça, avec cette définition. Intensité cumulée pour une valeur I, et l'ensemble des intensités entre 0 et cette valeur qu'on trouvera donc pour les différents pixels de l'image. Après, on va utiliser cette intensité cumulée pour égalisation de l'histogramme. Alors, là, je vous laisse lire la deuxième partie et commenter cette deuxième partie. Bon, est-ce que quelqu'un va commenter? C'est simple. Il n'y a pas grand-chose à dire à part ce que j'ai écrit, alors il faut détailler un tout petit peu plus. Alors, Benjamin Morel, est-ce que vous pouvez activer votre microphone? Allô? Oui, je vous entends. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer juste un tout petit peu plus ça?
Bon, commençons par P. Oui, BP. Qu'est-ce que c'est que P? Vous m'entendez toujours? Oui. P, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que P? C'est H, C de I. H de C de I. HC de I était quoi? c'est l'intensité de tous les... C'est l'histogramme cumulé pour intensité I, c'est-à-dire l'ensemble de pixels avec une intensité entre 0 à I, comme on l'avait dit ici. Bon. Divisé par nombre total de pixels que nous avons dans l'image. Qu'est-ce que ça donne? C'est marqué ici, c'est pas la peine de vous fatiguer. Ah oui, j'ai pas vu. Ben, c'est le pourcentage des pixels avec une intensité supérieure à I. Inférieure. Oui. Intensité des pixels, pourcentage de pixels avec une intensité pas supérieure, mais inférieure ou égale à I, parce que l'histogramme cumulé, c'est entre 0 à I. Donc ici, on obtient tout simplement P comme pourcentage de pixels avec une intensité inférieure ou égale à I. Et après, on va multiplier ce pourcentage par 255. Le pourcentage est toujours inférieur ou égal à 1 jusqu'à 1. Ça ne dépasse pas 1, c'est entre 0 et 1. Donc, on va multiplier nombre P par 255. On va appeler ça I'. Et après, on va afficher avec l'intensité I', tous les pixels de l'image qui ont une intensité I. Tous les pixels qui ont une intensité I, pas inférieure à I. Tous les pixels qui ont une intensité I. Alors, si on fait ça, effectivement, c'est ce qu'on obtient et c'est ce qu'on avait vu ici. Donc, ça serait l'image avec l'augmentation des nuances et ça serait donc le nouveau histogramme. Bon, y a-t-il des questions? Non, ça va. Alors, on va voir une autre opération, étirement histogramme. Dans la littérature, on voit aussi le mot expansion dynamique. Cette fois-ci, pour répartir les valeurs d'intensité qui sont entre 0 et 255 dans une image, avec ce qu'on peut appeler une dilatation linéaire de l'échelle. Le résultat sera une augmentation des contrastes. Et les pixels qui sont clairs seront encore plus clairs, et les pixels qui sont foncés seront davantage foncés, plus foncés. Bon. Ça, c'est l'image, ça, c'est l'histogramme. Si on fait un étirement d'histogramme, donc on a pris, vous voyez, l'histogramme qui est ici, on a étiré. Donc on a réparti partout. Vous voyez, entre 0 et 255, l'histogramme qui était concentré ici, entre 0 à cette valeur, a été étiré, et entre 0 à 255. Si on regarde le rivage, l'image correspondante, effectivement, il y a une augmentation des contrastes pour cette image. Bon. Y a-t-il des questions? Alors, j'ai fini avec ma partie de cours, comme c'était prévu, donc, dans le demi-heure qui nous reste. Je vais répondre à vos questions sur l'ensemble donc de cours. Bon, c'était prévu que vous révisez. Et je ne sais pas si ça a été fait ou non. Bon, je ne veux pas être non optimiste, mais bon, l'expérience en montre que ce n'est pas tellement le cas. Alors, ce qu'on va faire, on va passer en revue donc le cours. Et après, s'il y a des questions qui vous reviennent, il faut activer votre microphone. Je ne vois pas le texte. Activez votre microphone et vous posez vos questions.
Si ce n'est pas le cas, donc je vais vous montrer un exemple de question donc, de l'an dernier. Et effectivement, l'an dernier, je pense que c'était document autorisé, en tout cas, je l'ai fait pour document autorisé. Si c'est document interdit, d'habitude, c'est plus simple, parce qu'il y a des questions plus ou moins de cours. Par contre, une question autorisée, si c'est non autorisé, le cours autorisé, c'est basé sur la compréhension. Quand j'étais responsable donc, dans mon module, je demandais aux étudiants leur avis, choisissez document autorisé ou document interdit. On faisait ça pour les 2 sessions. Bon, maintenant, vous verrez avec le nouveau responsable au cours, si c'est document autorisé ou document interdit. Et donc, les formes de questions seront différentes en fonction de si c'est autorisé ou non. Comme je dis, c'est document autorisé. Les questions sont naturelles. Alors, donc, on va passer en revue mon cours. Ça commence là. À partir de là, je peux vous poser des questions. Ici, les différences entre synthèse, analyse, reconnaissance et traitement. Bon, comme on a expliqué, donc, vous devrez pouvoir commenter. On a parlé de domaine d'application. Bon, je peux poser des questions aussi. On a parlé. Ça, c'est le schéma global de ce qu'on fait en traitement numérique d'image. Analyse, manipulation, compression. Comme des outils d'acquisition. Bon, là, je ne vais pas vous poser des questions sur outils d'acquisition. Bon, ni sur la partie, disons, perception visuelle. Bon, on a vu problème bas niveau. Et après, problème au niveau. Et bon, la définition, bon, image numérique, grille de pixels. Bon, là, effectivement, je pourrais éventuellement vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, tant que c'est votre tour, il faut poser vos questions. Bon, on a vos couleurs, les couleurs visibles, mais en traitement d'image, aussi on travaille avec ce qui n'est pas visible. Bon, le modèle RVP, donc là, c'était juste pour connaître, on reviendra dans d'autres cours fondement informatique graphique, donc là, je ne vais pas vous poser des questions ici. C'était juste pour savoir qu'une image couleur a 3 composantes RVP. Bon, l'histogramme, définition de l'histogramme. Le fait que 2 images différentes peuvent avoir le même histogramme. Avec pas histogramme d'une image couleur, il faut faire un histogramme par composante de couleur, par primitive de couleur. On a parlé brièvement de compression, de formatage d'image avec ou sans compression. Différents types de compression avec ou sans perte du données. On a vu effectivement ce qui est sans perte du données, basé essentiellement sur la cohérence spatiale et donc réduction des redondances dans une image. Compression avec perte. On va négliger des informations moins importantes dans une image ou moins perceptibles. Mais par contre, pour l'image ne pas être restituée exactement comme l'image initiale. Après, on a parlé dans le domaine spatial et fréquentiel. Ici, une ligne d'image qui est un signal analogique. Transformer Fourier nous donnera son spectre. Ce qui est important, c'est fréquence maximale. Échantillon au centre de chaque pixel par ensuite impulsion de Dirac. Ça, c'est le signal échantillonné. Et on fait transformer Fourier de signal échantillonné. On trouve une répétition du spectre signal d'origine. D'où l'importance de Fmax. Si Fmax est grand,
il y aura chevauchement entre les motifs de spectre. On ne pourra pas restituer donc l'image de départ. Ici, c'est possible car il n'y a pas de chevauchement. Pour restitution, on utilise un filtre passe-bas. Donc, si on examine, pose la question comment on peut restituer une image à partir de ces échantillons, la réponse à un filtre passe-bas. Il faut justifier comme je le fais ici. Comment on justifie? Avec un filtre passe-bas, on peut trouver le motif central et supprimer les motifs voisins. Le motif central correspond au spectre de l'image de départ. Si deux images ont le même spectre, ils sont forcément identiques. Donc, ça veut dire qu'à partir des images, à l'aide d'un filtre passe-bas, on peut restituer l'image de départ. Bon, ici, c'est le cas monodimensionnel pour une ligne d'image. Bon, c'est notamment le cas des questions que je peux poser lors d'un examen, donc, document interdit. Document autorisé, pardon, document autorisé. Alors après, on a vu donc le corridor bidimensionnel, l'image, bon, son spectre, bon, la même chose, échantillonnage, répétition de spectre, bon, et restitution de l'image à l'aide d'un filtrage passe-bas bidimensionnel cette fois-ci. On a vu l'effet donc de transformer Fourier sur une image simple ici, sinusoïdale, plutôt de fréquence, donc fréquence élevée, même image basse fréquence, donc on peut voir qu'effet se transformer Fourier. Image dans le cas général. Effectivement, dans les deux premiers cas, si vous regardez par exemple ici la représentation fréquentielle, vous pouvez dire, voilà, il s'agit effectivement de le type de signal, ici c'est possible, mais là c'est complexe, c'est pas du tout possible. Il devient l'ouvrage à partir de son espèce. Par contre, on peut passer d'un domaine à l'autre avec transformé Fourier direct de domaine spécial domaine fréquentiel, avec transformé Fourier inverse de domaine fréquentiel, domaine spatial. Excusez-moi. Deux images ont le même spectre, les deux images sont identiques. Car si vous faites transformer Fourier inverse, vous allez trouver la même image. Oui, quelle est votre question? Je n'ai toujours pas bien compris pourquoi est-ce que on traite des fréquences négatives. Oui, enfin, les fréquences négatives n'ont pas de réalité physique. Ça vient du transformé Fourier. Parce que, voilà, si vous regardez ici, ça vient de transformé Fourier. Si vous faites cette intégrale, c'est ce que vous trouvez. Les fréquences physiques sont là, entre 0 et f max. Alors, ces fréquences négatives vont prendre leur importance ici. Vous voyez? Parce que quand on parle de répétition du spectre, ça c'est répétition du spectre dans son ensemble. Et là, cette partie-là, pour le spectre initial, ça correspond à une fréquence négative. Et ici, donc, sur la fréquence positive. Mais d'où vient la fréquence négative, cette partie-là? Parce que c'est transformé Fourier qui est symétrique. Et donc, la fréquence négative. Donc, les fréquences qui existent sont de là à là. Par contre, on peut voir l'effet, parce que ici, c'est pas fréquence négative, mais c'était la partie fréquence négative pour l'image initiale. Et là, on n'a pas parlé, on verra en deuxième année. Ça peut donner chevauchement. Mais l'outil est symétrique, on peut voir aussi en 2D. En 2D, vous pouvez voir ici, on a une image sinusoïdale, on a une fréquence, parce que c'est dans un sens les variations pendant l'autre. Dans l'autre, fréquence est 0, on est là. Et transformé Fourier bidimensionnel nous donne aussi fréquence symétrique, parce que c'est parfaitement symétrique. Ici, pareil. Et si vous regardez ici, c'est symétrique. Ce que vous avez ici, ça se trouve ici. Ou là, ou là. Parce que l'outil est symétrique. Les mathématiques est symétrique. Mais si on vous demande la fréquence de cette image, c'est là. Le quart qui est là, entre 0 et la fréquence maximale que vous avez dans les deux sens. Est-ce que c'est clair? D'accord, donc ici dans l'image de droite, les pixels
La partie à droite, c'est symétrique à la partie à gauche? Ah, c'est complètement symétrique. Parce que, voilà, on voit mieux dans le cas monodimensionnel que dans le cas bidimensionnel. Et si vous voyez, dans un sens, il n'y a pas de fréquence, c'est fréquence 0. Bon. Par contre, dans l'autre, c'est un signal sinusoïdal, il est en fréquence. Par exemple, en fréquence F. Alors, transformé Fourier bidimensionnel nous donne aussi fréquence moins F. D'accord? Dans ce sens. Cette fréquence n'a pas réalité physique. C'est dû au fait que le transformé Fourier est symétrique. Donc, la fréquence est F. Et dans l'autre sens, fréquence est 0, donc moins 0, c'est 0. Bon, en bidimensionnel aussi, ce que nous avons ici, c'est dans deux sens. Vous voyez, F et G. Alors, ce que nous avons ici en F, on a aussi dans moins F. Ce que nous avons ici en G, ici on a en moins G. Et ici, c'est à la fois moins F et moins G, les fréquences. Donc, les fréquences physiques sont là, le quart qui est là. Et ce que nous avons, c'est une représentation par niveau d'intensité pour les amplitudes et donc des composantes. Donc, mais on voit que c'est symétrique. Donc, ce que nous avons ici pour F, nous allons retrouver pour moins F. Ce que nous avons ici pour G, on va retrouver pour moins G. Et ici, c'est moins F, moins G. Bon, on voit mieux ici, car on n'a qu'une seule fréquence, en plus dans une seule direction. Donc, ce qu'on a ici pour F, on va retrouver pour moins F. Mais la fréquence physique est F. Donc ici, c'est pareil, c'est cette partie-là qui contient des fréquences entre 0 en valeur positive. Les autres ne sont pas de fréquences réelles, mais qui vient du fait que le transformé Fourier est symétrique. D'accord. Un peu mieux, merci. Y a-t-il de questions? Donc, quand après transformé Fourier, on va travailler avec les fréquences, on fait par exemple en deuxième année pour la synthèse de texture, sont les fréquences positives qu'on considère. Donc, on va regarder ce qui se passe ici, dans cette partie, où toutes les fréquences sont entre 0 en valeur positive dans le sens F et G. Bon, on va continuer, si vous n'avez pas d'autres questions. Après, on a vu filtrage d'images pour différentes opérations, par exemple enlever bruit. Je vous ai expliqué en se basant sur justement l'énergie. J'ai dit, imaginez qu'on ajoute du bruit. L'énergie de bruit sera partout dans l'image, de 0 jusqu'à fréquence infinie dans chaque sens. Donc, si on fait un filtrage passe-bas pour garder l'essentiel de l'image, donc par exemple ici, si on fait un filtrage passe-bas, on enlève un peu d'énergie pour les fréquences qui sont là. L'image sera un peu plus floue, mais on enlève un très grand pourcentage de l'énergie de bruit qui est entre les fréquences 0 à l'infini, de bruit blanc. Donc, le résultat est qu'effectivement, on voit l'image un peu plus floue par rapport à une image de départ sans bruit. Mais par contre, vu qu'on a enlevé un très grand pourcentage de l'énergie de bruit, on voit l'image sans bruit. Donc, on voit juste le bruit qui est situé dans cette partie, et cette partie est très petite de taille par rapport à des fréquences que nous avons à partir de là jusqu'à l'infini, ou à partir de là jusqu'à l'infini. Parce que pour le bruit, distribution uniforme. Donc, il y a un peu d'énergie dans cette partie-là, et tout le reste de l'énergie est jusqu'à l'infini. C'est un bruit blanc. Donc, un filtrage, par exemple, passe-bas, permet d'enlever le bruit, comme j'avais dit auparavant. Ou d'autres filtrages, par exemple, on a vu aujourd'hui, filtrage PASO pourra utiliser pour la détection des contraintes. Alors, on peut le faire dans le domaine fréquentiel, c'est intuitif et simple, mais c'est complexe en termes de temps de calcul. Par exemple, pour filtre passe-bas, il suffit de faire un produit simple et obtenir le résultat. Produit convolution dans le domaine fréquentiel, car un produit simple deviendra produit convolution. Et on a vu que finalement, ce n'est pas autre chose qu'un moyen pondéré.
Donc, on a vu ce qu'on appelle réponse impulsionnelle au filtre. Dans le cas d'un filtre opératoire, c'est une fonction ci. Bon. Dans le cas bidimensionnel, donc c'est fonction de transfert d'un filtre opératoire bidimensionnel avec fréquence contour FC et GC. On a vu pourquoi c'est difficile, enfin difficile, c'est coûteux en temps de calcul de faire le filtrage dans le domaine fréquentiel à cause de transformer Fourier rapide direct et inverse, FFT, FFT-1. Donc ces deux transformés Fourier vont prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on fait dans le domaine spatial. Bon. On a vu l'exemple d'un filtre passeport bidimensionnel littéral, fonction cycle de D. Et après, en image numérique, on utilise des réponses impulsionnelles finies, juste quelques points au centre, autour. Les filtres sont d'habitude parfaitement symétriques par rapport au centre. Comme on vient de voir 5, on a vu aussi pour Gaussian et Butterworth. Et on peut faire donc à l'aide de moyens pondérés que j'ai expliqué encore aujourd'hui, tu te rappelles, en superposant le masque de filtre normalisé, la somme des coefficients est égale à 1. Donc, n'oubliez pas. Le rond partie de l'image, ce qu'on peut voir ici sur ce schéma. Voilà, on a les coefficients de filtre, visiblement c'est un filtre opératoire, et le masque 3 par 3. On fait moyen pondéré et on affecte donc le résultat à ce pixel. Image non filtrée, image filtrée. Bon, alors, c'est filtré normalisé. Et pour d'habitude, on utilise taille à paire. L'algorithme qu'on avait vu, que vous pouvez essayer si vous avez envie, avec par exemple en fonction sync ou fonction, je ne sais pas gaussienne, faire un filtrage passe-bas qui est plus simple. Et donc, voir le résultat, changer un peu la fréquence, et voir à nouveau le résultat. Bon, les 3 types de filtres qu'on a vus aujourd'hui, filtre passe-bas, image sur flux, filtre gaussien, on peut utiliser le résultat. Bon, si on avait vu de plus en plus l'image est filtrée, de plus en plus on supprime les autres fréquences, et l'image est flux. Donc, les autres fréquences sont en rapport avec ces différences. Dans une image où nous avons de forts changements de couleur, c'est une image haute fréquence. Exemple de Butterworth. Après, on a vu filtrage passe-haut, c'est 1 moins fonction de transfert de filtrage passe-bas. Pour filtrage passe-haut, c'est l'image initiale. Filtrage passe-haut, on peut voir. On enlève les basses fréquences. Donc, on a les zones de transition. Après, on a fait filtrage passe-bande qui va supprimer à la fois les basses fréquences et les autres fréquences. Donc, entre jusqu'à inférieur F1 et supérieur F2 sont supprimés, on a juste entre F1 et F2. Et ça peut être obtenu avec la différence, donc, entre deux filtres passe-bande, de fréquence de couple F2 moins filtre passe-bas, de fréquence de couple F1, va donner un filtre passe-bande de fréquence de couple F1 et F2. Bon, ça c'est le résultat. On a à la fois une image floue, parce qu'on a enlevé les autres fréquences, et aussi on a enlevé des basses fréquences, donc il y a moins de détails aussi, de petites formes, par exemple la forme de visage. Alors, on a perdu parce que là, effectivement, c'est plutôt basse fréquence. Bon, après, on a vu soignage d'image pour avoir image monochrome. Aujourd'hui, inversion d'image pour image négative. Calcul d'histogramme, on a vu à l'aide d'un algorithme. Égalisation d'histogramme pour augmenter des nuances. L'algorithme en passant par histogramme inhibé. Et après, on a vu étirement l'histogramme pour augmenter le contraste. Bon, y a-t-il des questions qui vous reviennent? Alors, sinon, on peut voir l'exemple question de l'an dernier. Alors, je l'avais donné pour un examen, donc, de cours et documents autorisés. Alors, considérez un damier avec des cases blanches et noires, un autre avec des cases blanches et grises.
Comparer les fréquences de ces deux images. Évidemment, les fréquences sont plus élevées dans le premier cas, avec des cases blanches et noires, car il y a une transition plus importante entre noir et blanc. On passe carrément de 0 à 255, quand on a un demi avec des cases blanches et grises, parce que cette fois-ci, ça serait la différence entre 255 et une valeur qui n'est pas 0. Bon, donc, premier damier haute fréquence, deuxième damier, comparé au premier, plutôt basse fréquence. Comparer l'effet d'infiltrage passe-bas sur ces deux images. Évidemment, si on fait filtrage passe-bas sur image haute fréquence, damier noir et blanc, l'effet est plus important que si on fait sur deuxième damier avec des cases blanches et grises, qui a moins des autres fréquences. Bon. Donc, damier, case noire et blanche sera un peu plus flou, beaucoup plus que damier qui n'avait pas des très hautes fréquences avec des cases blanches et grises. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, c'est comme ça qu'il fallait expliquer. Examen, cours et document autorisé. Comparer l'effet d'infiltrage phaso sur deux images. Cette fois-ci, voilà, c'est l'inverse. On garde les autres fréquences. Et on supprime les basses fréquences. Bon, donc, on va supprimer les basses fréquences. Donc, dans les deux cas, ça revient pour détection de contours. Mais il y a plus d'autres fréquences dans l'image damier avec des cases blanches et noires par rapport au deuxième damier. Donc, il y aura effectivement plus de conséquences pour la première image qui est essentiellement image basse fréquence et on va enlever les basses fréquences. Après, comparer l'effet de l'étirement d'histogramme sur ces deux images. Alors, on vient de voir l'effet de l'étirement d'histogramme, justement, la dernière partie du cours qu'on avait vu ici. L'étirement d'histogramme augmente le contraste. Bon. Alors, augmenter le contraste dans les deux cas. Dans le premier cas damier avec des cases noires et blanches, c'est très contrasté. Donc, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si on l'applique sur le deuxième, l'étirement d'histogramme, à ce moment-là, l'image sera plus contrastée et plus proche de damier avec des cases noires et blanches, parce qu'on avait dit ce qui est noir foncé deviendra plus foncé, et ce qui est clair deviendra plus clair. Bon. Trois points. Question 2. Bon, je donne d'habitude les questions sur 6 points, mais après, ce sont les autres qui vont donner leurs questions. Qu'est-ce que vous pouvez déduire de deux images dans les cas suivants? Histogramme identique. Les images ne sont pas forcément identiques, mais ils ont la même répartition des niveaux de gris. Au global, dans les deux images, sans qu'effectivement les deux images soient identiques. Les spectres identiques, les deux images sont forcément identiques, car s'il y a deux spectres identiques, il suffit de faire transformer Fourier inverse pour trouver l'image dans le domaine spatial, et les deux images seront identiques. Donc, pas de problème. Les spectres très similaires dans les ondes basse fréquence. Ça veut dire que voilà, nous avons des images qui sont des motifs, parce que les motifs dans une image sont plutôt liés avec des basses fréquences, qui montrent la forme générale. Et les autres fréquences montrent les détails. Donc, ils ont des motifs qui sont similaires. Les spectres très similaires dans les autres fréquences, c'est-à-dire qu'ils ont des détails, des transitions qui sont similaires parce qu'ils ont des autres fréquences qui sont similaires. Bon, tout ce que j'avais effectivement expliqué plusieurs fois sur le spectre par rapport aux images. Voilà, ça c'était l'exemple d'une année, c'était l'an dernier, avec les questions cours et document autorisés. Je reprends au hasard une question, voilà, une année avec cours et documents interdits. Alors, filtrage, quels sont les trois types de filtres utilisés en traitement d'image? Bon, c'est cours et documents interdits, donc c'est pour ça que j'en parle.
Si c'est autorisé, voilà, vous allez trouver la réponse. Pour chacun de ces filtres, expliquer son application dans filtrage image. Bon. Décrire un filtre passe-bas en utilisant deux filtres passe-bande. Donc, ça, c'était question donc, de l'image. Bon, expliquer le principe d'histogramme. D'égalisation d'histogramme en utilisant histogramme cumulé. Donc, c'est l'algorithme, puis l'égalisation d'histogramme en utilisant histogramme cumulé. Donc, qui a été donné pour question, donc, cours de document interdit. Alors, donc, vous verrez avec le responsable de cet enseignement, et suivant pour les documents autorisés ou interdits, vous allez avoir, voilà, ces types de questions, donc, proche de cours, et où, voilà, où, basé sur comme ça. Oui? Quand ça sera l'examen? Alors, il faut voir avec le responsable de cours. Moi, je suis plus responsable de module depuis 22 ans. Il faut voir avec le responsable donc, de cet enseignement. C'est lui qui pourra vous dire donc le type d'examen. Alors, quand sera l'examen? Donc, c'est le calendrier d'examen. Le cours avant était en deuxième semestre, maintenant c'est au premier semestre. Ça serait donc avec les examens en principe de premier semestre, avec le calendrier d'examen. Mais pour tout ça, il faut voir avec le responsable, donc, quelle est partie examen écrit, quel est le pourcentage, bon, TP, etc. Quel type d'examen. Quand j'étais responsable, d'habitude, je demande aux étudiants de décider entre eux quel type d'examen ils souhaitaient. Très souvent, c'était cours et documents interdits. Où ils avaient meilleurs résultats, c'est normal, voilà, qu'ils choisissaient. C'est ce que je vais faire aussi dans le cours, voilà, bientôt, fondement informatique graphique. Que vous me dites qu'est-ce que vous préférez pour l'examen, cours et documents autorisés ou interdits. Suivant votre choix, après, voilà, je vais donner des examens, des questions d'examen qui convenaient à chaque type. Et donc là, vous verrez avec le nouveau responsable de cette enseigne. Y a-t-il d'autres questions? Je vais taper, par exemple, le nombre 5. Je m'explique. Ici, l'addition, eh bien, je demande à Excel d'effectuer 5 plus 3. Alors, ce que je vais faire, je me place ici. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, on a fini avec cette partie traitement d'image. S'il y a des questions qui vous reviennent plus tard, vous pouvez me poser vos questions en envoyant un email.